Nous plongeons directement dans le drame. Un jeune homme attirant descend d'une voiture en Corée du Sud, prêt à s'installer dans une maison, tandis qu'il est guidé par son collègue. Ce jeune homme s'appelle Kang Yeong, notre protagoniste masculin, qui, après 10 longues années passées à vivre et travailler à l'étranger, est enfin de retour dans son pays natal pour visiter la branche sud-coréenne de l'entreprise pour laquelle il travaille. Plus tôt que prévu, le jeune homme prévient son collègue qu'il n'est pas du genre à avoir beaucoup d'amis, et que, contrairement à beaucoup de personnes qui rentrent chez elle, il n'attend rien de rencontres ou de retrouvailles. Cependant, cela ne l'empêche pas d'avoir un rendez-vous à l'aveugle ce même jour, organisé par un ami de travail dans un restaurant. À ce moment-là dans le lieu, entre Lee On-yu, qui pose ses yeux sur Kang, le paralysant sur place. En effet, il la reconnaît immédiatement comme une ancienne camarade de lycée, avec laquelle il avait eu un énorme béguin. Pourtant, elle semble ne pas le reconnaître du tout. De plus, elle est elle-même venue au restaurant pour un rendez-vous à l'aveugle, mais pas avec lui. Quant au rendez-vous de Kang, il n'est pas vraiment intéressé à connaître le nom de la femme, puisqu'il est complètement captivé par Lee et intrigué par le fait qu'elle le traite comme un parfait inconnu. Kang, aveuglé par son passé, ignore complètement sa date actuelle et part à la poursuite de Lee, sa vieille amie. Mais surprise, elle s'est déjà échappée en voiture avec son Yontaek, se dirigeant vers un lieu peut-être plus romantique. Finalement, la nuit tombe sur la ville de Séoul, et nous retrouvons Kang, la tête basse, en train de discuter avec son ami et associé Joseph, celui-là même qui avait organisé le rendez-vous. Il est quelque peu contrarié, ayant appris par la jeune femme que tout cela a été un fiasco. Il profite de l'occasion pour lui reprocher des questions liées au travail, nous laissant entendre que quelque chose tourmente notre protagoniste et le rend distrait et dispersé. Le malaise de leur rencontre dans le restaurant plus tôt dans la journée reste également palpable. Au fur et à mesure, on comprend que Kang n'a cessé de penser à son béguin d'enfance et à la possibilité de la retrouver en revenant en Corée. Heureusement qu'il ne voulait pas vraiment retrouver qui que ce soit. Ainsi, lorsqu'il aperçoit à nouveau Lee alors qu'il conduit dans la nuit, il sursaute et se transporte immédiatement 10 ans en arrière, à l'époque où la jeune fille lui avait donné une enveloppe avec un cœur à l'école, ce qui avait provoqué des applaudissements moqueurs de la part des autres élèves, comme cela arrive souvent entre adolescents. En un instant, Kang revient au présent et décide de suivre la jeune femme jusqu'à un stand de nourriture de rue, où il ose enfin la confronter. Pourquoi la traite-t-elle comme un inconnu ? Elle répond qu'elle ne sait pas vraiment comment le traiter après tout ce temps, puisqu'ils ne se sont pas vus depuis 10 ans. C'est à ce moment que Kang lui pose une question un peu gênante. « Es-tu contente de me revoir ?» À cela, elle répond. Mais pour comprendre ce qui s'est passé entre ces deux-là, nous devons revenir à leur époque au lycée. Clairement, la jeune fille semble en vouloir à Kang, et nous réalisons qu'ils se sont rencontrés dans le bus scolaire, et dès lors, sont devenus des amis assez proches, malgré leurs différences. Tandis que Kang était un génie des mathématiques, capable de faire utiliser des calculatrices au professeur, Lee, elle, était une experte en distraction, une artiste du sourire. On pourrait presque dire que pendant que lui résolvait des équations, elle trouvait des moyens de sécher la prochaine classe. Qui a dit que les opposés ne s'attiraient pas ? Bref, de retour au présent, Lee parle de cette rencontre avec sa meilleure amie Kim Hye-ji. Rapidement, il devient évident qu'Hye-ji était amoureuse de Kang, ou devrais-je dire qu'elle l'est encore, car ses sentiments ne semblent pas s'être éteints. Depuis l'adolescence, le garçon la connaissait bien. Cependant, à cette époque, la jeune fille avait l'apparence d'une nerd, avec de grosses lunettes et un appareil dentaire qui la faisait se sentir peu attirante, pensant que le beau Kang la rejetterait sans hésiter. Grâce à un nouveau flashback, nous comprenons également un autre détail. La lettre que Lee avait donnée à Kang lorsqu'ils étaient au lycée avait en réalité été écrite par Hye-ji, et elle n'avait servi que de messagère pour sa timide amie. Le clin d'œil ici, c'est que, avant que l'un d'eux n'ait pu dire quoi que ce soit à propos de la lettre, un professeur les interrompit dans le couloir et renvoya tous les élèves dans leur salle de classe. De retour au présent, les deux amis poursuivent leur conversation à propos du jeune homme, en particulier Hye-ji, qui est désormais déterminée à conquérir Kang, car elle ne se sent ni laide ni peu sûre d'elle, bien qu'elle sache qu'elle aura besoin de l'aide de Lee pour obtenir le numéro du garçon. Pendant ce temps, Kang, l'homme d'affaires, se trouve dans son entreprise, Rock Asset, en compagnie de son oncle impitoyable, Baek-wook, qui ne s'intéresse qu'à ce que Kang applique tout ce qu'il a appris à l'étranger à la succursale coréenne. Peu après, Kang assiste à une prétendue réunion des anciens élèves de son lycée dans un café. Dès qu'il arrive, il croise Hye-ji et Kwang Sang-pil, un gentil garçon qui était son ami au lycée. Cependant, ce qui intéresse principalement Kang, c'est bien sûr de revoir Lee. Et en parlant d'elle, la voilà avec quelques collègues dans un bar, où elle est choquée de voir Bang Joon-ho, un écrivain séduisant et populaire, qu'elle reconnaît de quelque part.
Plus tard, Lee arrive au café où il s'était donné rendez-vous, visiblement ivre, ce qui surprend Kang. Le jeune homme décide alors de l'accompagner chez elle, car elle titube sous l'effet de l'alcool. En chemin, ils passent devant leur ancienne école, un moment propice pour des réflexions nostalgiques. Lee, en particulier, fait une comparaison étonnante. Elle dit que les premiers amours sont comme la nourriture congelée. Une fois sortis du réfrigérateur, ils arrivent à leur date de péremption. En d'autres termes, il serait ridicule de revenir avec son premier amour, car cette personne est déjà périmée dans ta vie. Après cette réflexion intéressante, ils se disent au revoir devant sa porte, échangeant un sourire qui pourrait éclairer tout Séoul. Est-ce de la nostalgie ou bien quelque chose de plus intense qui est en train de se développer ici? Le lendemain matin, notre héroïne raconte à son amie l'inconfortable rencontre qu'elle a eue avec Bang la veille, lui avouant qu'après l'avoir vu, elle s'est enivrée avant d'aller à la réunion des anciens élèves au café. En effet, l'écrivain était son premier amour et son ex-petit ami, qu'il avait abandonné il y a 3 ans pour partir à l'étranger et qui était maintenant revenu sans préavis. Pendant ce temps, Eji n'a Dieu que pour Kang, et elle lui confie qu'après toutes ces années, il lui semble toujours aussi irrésistible. Cependant, il est évident que l'homme d'affaires préfère passer son temps avec Lee, et lui a même demandé de l'aide à son oncle pour organiser un rendez-vous avec la jeune femme. Ainsi, les deux tourtereaux finissent par se rendre dans un parc d'attractions, où ils passent un moment formidable. Après avoir fait toutes les attractions possibles et être complètement épuisés, ils décident de visiter un temple coréen, vêtu d'un hanbok. Pour ceux qui sont curieux, un hanbok est un vêtement traditionnel coréen porté à l'époque pour distinguer les riches des pauvres, les célibataires des mariés, et bien d'autres choses encore. Ils profitent de ce moment pour prendre des photos, se promener autour du temple, et bien sûr, Kang reste ébloui par la beauté de Lee, qui apparaît encore plus radieuse dans sa tenue traditionnelle et avec son sourire éclatant. Finalement, après une journée longue mais agréable, lorsqu'ils se disent au revoir et arrivent enfin chez eux, Kang continue de se remémorer des détails de son adolescence. Bien qu'il ait toujours su qu'Eji avait des sentiments pour lui, il ne pouvait s'empêcher de tomber amoureux de Lee. À chaque occasion, il la regardait avec des yeux pleins de tendresse et l'aidait avec ses devoirs. Le lendemain matin, une surprise attend notre héroïne au travail. En tant que scénariste dans une maison d'édition, elle reçoit la nouvelle de sa patronne, Bae Aizuk, qui lui annonce que son ex-petit ami, l'écrivain Bang, va désormais travailler sur un projet spécial. Comme vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle rend les choses plutôt gênantes, car Bang, malgré son charme, est aussi d'une arrogance sans pareille. Il lui dit franchement, sans aucun scrupule, qu'il trouve absurde qu'elle puisse lui en vouloir pour son absence de 3 ans sans nouvelles. Quelle arrogance, mes amis! Quelques secondes plus tard, la situation devient encore plus embarrassante, vous ne le croirez pas, car Bang et Lee croisent Kang et son oncle dans la rue. Voyant que la jeune femme est visiblement contrariée à cause de son ex, l'homme d'affaires prend Lee par la main et l'emmène loin de lui. Bien entendu, il s'agit d'un acte impulsif destiné à l'aider à se débarrasser de son ex-petit ami insupportable. Mais cet acte en dit long. Kang est prêt à tout pour protéger Lee, malgré le fait qu'elle continue de l'ignorer, restant un peu distante envers lui. Peu après, Lee retourne à son travail, où elle tombe sur Oak, une collègue un peu trop insistante, qui lui fait comprendre que tout le monde au bureau est désormais au courant de son histoire avec Bang. Néanmoins, elle lui rappelle que le travail n'est pas un endroit pour régler des affaires personnelles. Si Lee veut un jour réaliser son rêve de produire et écrire un film d'animation, elle devra travailler avec l'écrivain sans faire trop de bruit. Pendant ce temps, Kang discute avec son oncle, et ses souvenirs d'adolescence continuent de ressurgir. Nous voyons alors une anecdote assez amusante. À l'époque, Lee et lui étaient partis en voyage scolaire en bus jusqu'à une école militaire, car le crush de Lee y était inscrit. Kang, bien qu'amoureux, avait accepté de l'accompagner simplement pour passer du temps avec elle. À présent, lors de sa conversation avec son oncle, Kang réalise que ce jeune homme de l'académie militaire n'était autre que Bang. Cela lui révèle que Lee était déjà attiré par l'écrivain à l'époque. L'oncle, sans retenue, lui dit alors, de manière assez bruyante, qu'il ne peut pas croire que Kang soit revenu en Corée uniquement pour tenter de récupérer son amour d'enfance. Il affirme que c'est une idée totalement folle, surtout qu'il devra de toute façon retourner aux États-Unis très prochainement. Plus tard dans la journée, le pauvre Kang doit faire face à une nouvelle confrontation. Eji, le convoquant dans un restaurant, lui demande directement « Est-ce que tu aimes Lee ?» Elle lui assure qu'elle ne veut pas perdre son temps avec un homme qui ne partage pas ses sentiments. C'est assez mature de sa part, il faut l'admettre. Kang ne répond pas, mais son silence est suffisant pour faire comprendre à la jeune femme qu'il n'est pas l'homme qu'elle attend. Pendant ce temps, Lee dîne dans un restaurant appartenant à Keong, se confiant sur tout ce qui s'est passé avec son ex-petit ami pathétique.
Ce qui pousse Keong à réagir avec colère, assurant que certains hommes peuvent être de véritables crétins. Et en parlant de crétins, lorsque Lee rentre chez elle, elle s'assoit tristement pour regarder des magazines qu'elle avait conservés, dans lesquels Bang parlait de la façon dont l'amour l'avait inspiré pour écrire ses romans. L'un de ses romans s'appelait Serendipia. Oui, comme le titre de ce même drame. La sérendipité, c'est cette sorte de découverte inattendue, qui éclaire l'esprit, un peu comme lorsque soudainement une idée brillante nous traverse l'esprit. Le soir venu, Kang prend un taxi en direction de l'aéroport. Son séjour en Corée touche à sa fin, et il a décidé de ne même pas dire au revoir à la personne qu'il aime, pensant que ce sera moins douloureux ainsi. Pourtant, un nouveau flashback le submerge. C'est le jour où il a accompagné Lee à l'académie militaire. Et là, aux surprises, ils n'ont pas permis à la pauvre Lee d'entrer, car Bang n'avait pas inscrit son nom sur la liste des visiteurs, comme il le lui avait promis. Si seulement elle avait compris les signes plus tôt. Mais bon, à ce moment-là, Kang l'a consolée en l'emmenant déjeuner, tandis qu'elle pleurait sans se contenir. Soudain, il revient brusquement au présent, tiré de ses pensées par une sonnerie de téléphone. C'est Eji qui lui annonce que Lee a eu un accident de voiture et lui demande de se rendre à l'hôpital, car elle est coincée au travail. Kang annule immédiatement son vol pour être aux côtés de la jeune femme, attendant patiemment qu'elle se réveille quelques heures plus tard. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle lui assure qu'il ne s'agissait que d'un léger accident, rien de grave. Malgré cela, Kang refuse de la laisser seule et reste près d'elle, attendant les résultats d'une tomographie pour s'assurer qu'elle n'a pas subi de blessures graves. Finalement, après quelques heures à l'hôpital, Lee et Kang sortent, la jeune femme portant un collet cervical et utilisant des béquilles. Heureusement, ce n'était pas si grave. Peu après, il croise Eji, qui a enfin pu quitter son travail pour voir sa meilleure amie. On remarque qu'elle est accompagnée de Son, le jeune homme avec lequel Lee a eu des rendez-vous à l'aveugle. Et figurez-vous que Eji a vite tourné la page concernant Kang et semble maintenant attiré par Son, un garçon qui, par un heureux hasard, travaille dans la même entreprise qu'elle. Cependant, il se révèle rapidement que Eji a demandé à Son de faire semblant d'être son petit ami lorsqu'ils sont proches de Kang, histoire de ne pas se sentir trop pitoyable après sa déception amoureuse. Mais bon, est-ce que cela fonctionne vraiment? C'est difficile à dire. De son côté, Kang et Lee continuent de se rapprocher de façon attendrissante. À travers des flashbacks, nous découvrons qu'ils ont partagé de nombreuses aventures durant leur adolescence, comme cette fois où ils sont restés coincés dans un puits d'eau sale. Bien que cela ait été une expérience peu agréable, ils peuvent maintenant en rire ensemble. Ces deux-là, encore aujourd'hui, continuent de vivre des moments cocasses. De l'autre côté, Eji, Son, Baek et Keon-din dans le restaurant de ce dernier, donnant lieu à une scène plutôt amusante, tant leurs personnalités sont opposées. Revenons à nos deux protagonistes. Pendant la soirée, la jeune Lee demande à Kang ce qu'ils vont manger, et lui, de façon totalement inattendue, répond de manière séductrice. « Mes lèvres », avant de s'approcher pour tenter de l'embrasser. Mais attention, il ne s'agit là que d'un rêve brûlant de Lee, qui ne peut pas croire à ce qu'elle imagine à propos de l'attirant Kang. Mais, soyons honnêtes, qui pourrait lui en vouloir? Après tout, Kang est aussi beau que gentil, il est le rêve de toute fille. Et voilà, on passe du rêve à un véritable cauchemar. Nous retrouvons Bang en train de discuter avec un ami, qui lui conseille de révéler à son ex-petite amie les véritables raisons de son départ précipité. Il lui explique qu'il souffrait de graves attaques de panique qui l'ont mené à une situation financière difficile, provoquée par des blocages créatifs. Ainsi, nous comprenons que Bang a été ce genre d'homme qui a préféré fuir et abandonner sa petite amie, au lieu de simplement être honnête avec ses émotions. Il semble que les choses soient désormais différentes pour Lee. Kang a décidé de rester auprès d'elle, du moins tant qu'elle ne se sent pas encore totalement rétablie. Kang prépare des plats en suivant les conseils de son ami, ce qui les rapproche encore davantage. Toutefois, Eji a une objection à lui soumettre. Elle lui conseille de faire attention à ne pas blesser son ami, car elle est convaincue que Lee est encore en train de gérer la rupture avec Bang. Ce qu'elle n'a pas besoin, c'est d'un autre crétin pour briser son cœur. Quel bon ami, n'est-ce pas? Peu après, lors d'une matinée où les deux tourtereaux se promènent, ils croisent justement Bang, qui est venu rendre visite à Lee après avoir appris l'accident qu'elle a eu. Le pauvre écrivain lâche quelques mots vagues, expliquant qu'il veut réparer les malentendus avec elle, ce qui n'a pour effet que de la mettre encore plus en colère. Elle lui répond froidement qu'il n'y a rien à clarifier. La réalité est qu'il l'a abandonnée lorsqu'elle en avait le plus besoin, et maintenant il est trop tard pour réparer cela. Bien sûr, Kang remarque que cette rencontre a profondément affecté Lee, alors il décide de la suivre jusqu'à chez elle, pour la consoler et lui offrir un doux baiser sur les lèvres. Et oui, cette fois, la protagoniste est complètement éveillée et peut pleinement savourer ce baiser, car il est bien réel.
Cependant, elle reste surprise et le repousse doucement, revenant à la réalité. Pendant ce temps, Eiji se retrouve véritablement amoureuse de Son. Elle le suit jusque dans son travail, où il est professeur d'éducation physique, même si ce dernier semble vouloir l'éviter, n'ayant pas le temps de gérer cette intensité romantique. Pourtant, à la fin de sa journée, il s'approche de la jeune femme et au lieu de continuer à faire semblant, lui propose enfin un vrai rendez-vous, sans aucune fausse relation. Plus tard, Baek discute avec son neveu, et il devient évident que Kang n'a pas l'intention de repartir bientôt aux États-Unis. Même lorsqu'il fait la vaisselle, il ne peut s'empêcher de sourire bêtement, comme un adolescent amoureux, pensant à Lee. Pourtant, son oncle lui conseille de communiquer au moins avec sa mère, pour lui expliquer les raisons de sa décision de rester en Corée. Cependant, Lee a d'autres préoccupations. Bien qu'elle soit attirée par Kang, elle ne peut s'empêcher de se rappeler qu'au lycée, lorsqu'ils étaient amis, il est parti soudainement aux États-Unis pour des raisons familiales et professionnelles. Même si les choses ont changé maintenant, elle redoute qu'ils doivent repartir, ce qui briserait son cœur à jamais. Cette peur la pousse à être distante avec lui dans les jours qui suivent. Ils font tous ensemble un voyage en groupe vers une maison de plage, accompagnés de Baek et Kwon. Tandis que ces deux derniers sont concentrés sur la pêche, ou plutôt, sur la tentative de pêche, les deux tourtereaux s'amusent à ramasser des pierres et des poulpes près de la plage. À un moment donné, ils se retrouvent à terre, l'un sur l'autre, presque prêts à s'embrasser. De leur côté, Eiji et Son changent aussi de plan. Plutôt que de partir en rendez-vous privé, ils décident de rejoindre leurs amis sur la plage, formant ainsi un groupe de 6 assez pittoresque. Changement de ton, nous basculons dans une scène plus triste. Dans le passé, une jeune fille se réveille au milieu de la nuit, regardant la télévision, et remarque que sa mère quitte la maison avec une valise. C'est un moment douloureux, car sa mère l'abandonne pour partir, ne supportant plus la charge de la maternité. C'est à ce moment-là que nous comprenons que cette petite fille est Lee. Nous découvrons ainsi que la jeune femme porte un lourd passé de souffrance lié à l'abandon. Cette nuit-là, elle fait une déclaration poignante à Kang, « Je ne veux pas que tu me laisses ». En réponse, Kang lui révèle qu'il a annulé son vol juste pour rester à ses côtés. Ces mots suffisent à apaiser son cœur, et les deux s'échangent un baiser nécessaire, à la fois doux et romantique. Les deux se séparent après leur baiser. Ellie fait semblant de ne pas comprendre, bien qu'il soit déjà trop tard pour prétendre qu'elle n'a pas apprécié. Plus tard, tous deux se rendent dans un restaurant en bord de mer, profitant du fait que leurs amis les ont laissés seuls et sont retournés en ville. Ils suivent eux-mêmes le mouvement à la tombée de la nuit, souriant comme des imbéciles frappés par Cupidon, conscients que désormais, les choses seront bien différentes entre eux. Cependant, lorsque Kang rentre chez lui, il se retrouve face à son têtu oncle, qui lui rappelle qu'il doit parler à sa mère tôt ou tard, pour clarifier ses affaires professionnelles, car il n'est plus un enfant pour agir de façon capricieuse au nom de l'amour. En réponse, Kang lui dit qu'il est prêt à renoncer à son travail pour rester en Corée, et dans un geste impulsif, il asperge l'homme d'une douche, espérant qu'il arrête de l'harceler. Le soir suivant, nous retrouvons Lee et Eiji, buvant et discutant au restaurant de Kwon, plus spécifiquement de l'évidence. La protagoniste est complètement sous le charme de l'homme d'affaires, qui de son côté, a prévu un rendez-vous avec elle le lendemain. Le petit problème, c'est que cette paire de tourtereaux sera accompagnée de Eiji, qu'il le veuille ou non, car cet ami semble être le genre de personne qui ne peut pas être seul trop longtemps. Puisque Son est malade ce jour-là, ils n'ont d'autre choix que de passer du temps avec elle. Cette situation prête à une scène aussi gênante que comique. Kang veut absolument faire comprendre à Eiji qu'il n'a des yeux que pour Lee, mais heureusement, elle semble avoir surmonté son engouement pour l'homme d'affaires, et ne pense désormais qu'au professeur de sport. D'ailleurs, en parlant de lui, Eiji le croise dans la rue, accompagné de sa mère, se rendant à la pharmacie. Après leur rencontre, la mère de Son embarrasse un peu son fils en déclarant que ce serait parfait s'il sortait avec cette jolie jeune fille, ajoutant que leurs petits-enfants seraient vraiment adorables. Pendant ce temps, les protagonistes voyagent en voiture, en direction d'un musée. C'est à ce moment que Lee demande à Kang ce qu'il aime chez elle. Il ne peut s'empêcher de sourire, car la réponse est simple. Il aime absolument tout chez elle. Après cette merveilleuse sortie, Kang se rend pour retrouver une personne spéciale. Sa mère, venue des États-Unis, pour le ramener avec elle. Elle lui fait savoir qu'il n'y a aucune raison logique pour qu'il reste en Corée. Cependant, Kang lui répond qu'il est assez grand pour prendre ses propres décisions, ce à quoi elle rétorque qu'elle n'en est pas si sûre. Ah, ces mères possessives. Ce retrouvailles familiaux met en lumière de vieilles tensions, puisque sa mère, Dawn, se présente comme la mère typiquement têtue, convaincue d'avoir toujours raison. Elle demande même à Baek de l'aider à convaincre Kang de retourner aux États-Unis, tout en décidant de rester quelque temps en Corée, prétendant inspecter la succursale,
Mais en réalité, elle profitera de ce temps pour essayer de persuader son fils de revenir. De son côté, Lee se rend chez le célèbre écrivain, sur ordre de sa chef, pour discuter d'un projet professionnel. Dès leur rencontre, il devient évident qu'elle veut maintenir une relation strictement professionnelle, sans évoquer de détails personnels. Cependant, cela devient impossible lorsque Bang commence à ressentir un malaise et s'effondre au sol. À ce moment, Lee accourt à son secours, et Bang lui explique alors ses problèmes de santé. Il souffre de crises de panique, et de temps en temps, les effets secondaires de son traitement psychiatrique lui provoquent des vertiges. Il lui confie également que c'est à cause de ces troubles qu'il a décidé de quitter le pays sans rien dire, espérant qu'elle le comprenne, sans vraiment recevoir de réponse de sa part. Pardonnez-le et comprenez-le, mais rappelez-vous, amis, que les problèmes émotionnels ne sont pas une excuse pour maltraiter ceux que l'on aime. Il est toujours préférable de prendre ses responsabilités plutôt que tard. Toutefois, aussi empathique soit-elle, notre héroïne ne peut effacer la tristesse et la colère causées par son abandon, car il fut non seulement le premier homme qu'elle ait aimé, mais aussi le premier à lui briser le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? En conséquence, Lee informe sa patronne qu'elle préfère se retirer du projet plutôt que de continuer à travailler avec Bang, ce qui provoque une réaction assez contrariée de la part de cette dernière. Heureusement pour la réconforter, Kan fait son apparition comme toujours et l'emmène dans une salle de jeu où il s'amuse à conduire une moto statique, se prenant pour les héros de Fast et Furious. Ensuite, il joue avec des pistolets en plastique et enfin, chante à tue-tête dans un karaoké, sans se soucier du fait qu'il chante faux. Après cette parenthèse douce, l'homme d'affaires l'accompagne jusqu'à chez elle, moment où il lui confie qu'il a négligé son travail récemment, car cela signifie pour lui repartir aux États-Unis. Maintenant qu'il est complètement certain de ses sentiments et qu'il est tombé amoureux d'elle, il n'a aucune intention de partir. Le petit problème, c'est que d'Océan, sa mère, ne semble pas montrer la moindre clémence envers son fils. Bien au contraire, elle devient amère et, pour couronner le tout, elle s'installe chez lui, traitant la pauvre Lee comme une simple amie de Kang, lui reprochant de ne pas vouloir retourner aux États-Unis. Cependant, plus tard, Kang lui explique qu'il a pris cette décision de son propre chef, en tant qu'adulte capable de faire ce qu'il veut. Le soir venu, le jeune homme affirme à sa bien-aimée qu'elle ne doit s'inquiéter de rien, car peu importe ce qui arrivera, il veillera à ce qu'ils restent ensemble, même si pour le moment, sa mère ne l'accepte pas. En changeant de sujet, nous découvrons qu'à n'importe quel âge, l'amour peut renaître. En effet, Baek est en train de tomber amoureux de la patronne de Lee, ce qui devient évident lorsqu'il la suit après le travail pour discuter avec elle. Il faut dire que leur histoire de séduction est quelque peu particulière, même si la directrice aime lui rendre la tâche difficile. Mais revenons à une situation un peu moins joyeuse. Notre héroïne croise Dawn et, profitant du fait que Kan soit au travail, elle l'invite chez elle pour discuter, comme deux femmes adultes. Et là, la dame cynique lui lance son discours manipulateur habituel. « Ne gâche pas l'avenir de mon fils », arguant que Kan a un grand potentiel pour les affaires et qu'il ne devrait pas le gaspiller à cause d'un simple caprice amoureux. En bonne mère contrôlante, elle ajoute qu'au final, ce qu'elle souhaite, c'est ce qui se réalisera. Ainsi, malgré l'amour que la jeune femme éprouve pour son ami d'enfance, elle a l'impression de devenir un obstacle dans sa vie. C'est pourquoi, lorsque Kan rentre du travail, elle commence à se disputer avec lui, mentionnant de manière décontextualisée qu'il a sûrement eu de nombreuses petites amies aux États-Unis et qu'il a dû leur briser le cœur, tout comme il risque de le faire avec elle. Comme on peut s'y attendre, cela déclenche une grande dispute entre le couple, car tandis que Lee est remplie d'inquiétude, pensant qu'elle est un frein à la carrière de son petit ami, Kan se trouve piégé entre la loyauté envers son amour et celle qu'il doit à sa mère. Le matin suivant, Lee confie l'incident à Eiji, qui rit, sachant bien que son ami a inventé l'histoire des petites amies américaines pour provoquer la dispute. Cependant, les choses prennent une tournure plus sensible lorsque Lee avoue à son ami que sa plus grande peur est de voir les gens quitter sa vie sans pouvoir leur dire au revoir, comme cela s'est passé avec sa mère et son ex. D'autre part, c'est l'adorable Kwon qui donne un sage conseil à Kang, lui rappelant qu'il a entraîné Lee dans cet imbroglio familial et que, désormais, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Il est grand temps pour Kang de prendre ses responsabilités. Il doit mettre ses pantalons comme un homme et donner la priorité à sa petite amie plutôt qu'à sa mère. Quelqu'un devrait vraiment lui attribuer un prix. Et en parlant de bons hommes, plus loin dans l'histoire, nous sommes témoins de l'évolution parallèle du couple formé par Sonny et Eiji. Leur relation prend un tournant important lorsqu'Eiji parvient à arrêter un ballon qui allait à toute vitesse vers Sonny alors qu'elle venait lui rendre visite au travail. En guise de remerciement, la jeune femme décide de s'occuper de lui, car, dans sa tentative de stopper le ballon, le pauvre professeur se casse le nez. Ce moment scelle leur romance naissante, et ils échangent un tendre baiser dans l'infirmerie de l'école.
En poursuivant avec notre histoire d'amour, nous retrouvons nos deux tourtereaux principaux qui se croisent dans la rue, après leur dispute. Plus précisément, c'est lorsque Lee tente de traverser la rue, à toute vitesse que Kang la saisit par le bras, juste avant qu'une moto ne la percute. Ce geste, indéniablement, permet leur réconciliation. Sur le champ, Kang s'excuse de ne pas avoir été plus ferme auparavant, lui promettant que quoi qu'il arrive, il ne l'abandonnera jamais. Après tout, il n'a pas besoin de partir aux États-Unis, et il trouvera un moyen de continuer à travailler en Corée avec son oncle. Après cette réconciliation chaleureuse, ils rentrent chez eux, où ils partagent une agréable scène avec Foss et continuent de faire des projets pour l'avenir, notamment le rêve de Lee de créer et produire un film d'animation. Ensuite, ces amoureux se donnent un fort câlin et se préparent à dormir. De l'autre côté, la méchante Dawn prépare un dernier coup pour convaincre son fils de retourner aux États-Unis. Le lendemain, Lee décide de s'approcher de sa belle-mère pour tenter de repartir sur de bonnes bases, mais la mère femme d'affaires ne lui facilite pas la tâche. Puis le soir, notre couple se détend dans leur lit, repensant aux moments passés ensemble, à tout ce qu'ils ont vécu, et comment cela les a conduits jusqu'à ce moment précis, leur donnant la force d'aller de l'avant, peu importe l'adversité à venir. Et ils en auront besoin, car dès le matin, Dawn se rend chez Lee pour avoir une nouvelle conversation, ou plutôt, pour lui faire un chantage. En effet, elle propose à la jeune femme une somme d'argent considérable pour qu'elle oublie Kang. Quant à son propre fils, elle lui fait comprendre que si ce dernier ne prend pas la responsabilité de revenir aux États-Unis, elle le poursuivra en justice pour avoir utilisé des informations confidentielles afin d'assurer des investissements étrangers. En d'autres termes, elle l'accusera d'avoir exploité des informations provenant de l'entreprise américaine pour avantager de manière illégale l'entreprise coréenne. Quelle mère horrible! Et même si tout cela n'est que des mensonges, cette narcissique n'en a que faire. Ce qui l'intéresse, c'est que son caprice soit exaucé, et que son fils retourne avec elle. Dans la suite de l'histoire, nous suivons une mélancolique Lee se promenant dans les rues de Séoul, en pensant que cette histoire d'amour naissante est sur le point de se terminer. Un flashback nous révèle que, parallèlement à l'argent, Dawn propose également à Lee de partir avec elle aux États-Unis, affirmant qu'elle est généreuse et que l'offre est trop belle pour être rejetée. D'autre part, faisons une petite pause sympathique pour suivre un autre couple. Son et Eji, qui ont décidé de formaliser enfin leur relation devant leur famille, assurant qu'ils souhaitent se marier dès que possible. De leur côté, Baek et Hawk discutent au restaurant de Kilowatt, et nous assistons immédiatement à un changement dans l'attitude de la tenace femme d'affaires. Elle commence à abaisser sa garde, acceptant peu à peu que, malgré son insistance et son côté un peu lourd, cet homme est en réalité plutôt attrayant. Malheureusement, les choses ne semblent pas aussi prometteuses pour nos protagonistes principaux, car elle n'est toujours pas prête à accepter l'offre des États-Unis. Elle n'a pas la moindre intention de quitter sa terre natale. Cela signifie qu'une séparation semble inévitable que Kang le veuille ou non, il doit retourner auprès de sa mère. Il ne peut pas risquer que la menace de la plainte nuise à sa réputation d'homme d'affaires, car cela rendrait impossible la recherche d'un emploi à l'avenir. Par conséquent, les deux amoureux se mettent d'accord. Ce ne sera pas un adieu, mais plutôt un à bientôt. Ils promettent de faire tout leur possible pour rester en contact et pour que leur amour perdure, même à distance. Quelques mois après, à l'approche du départ de Kang, les deux tourtereaux célèbrent les fêtes de Noël et s'amusent à regarder des films d'animation, ce qui inspire l'adorable Lee à poursuivre son rêve. D'ailleurs, si vous pouvez deviner quel anime il regarde dans cette scène, vous gagnerez un like. Ses rêves semblent de plus en plus proches de se réaliser, car la jeune femme fait tout pour se consacrer pleinement à son travail, surtout maintenant qu'elle sait que son bien-aimé sera bientôt loin d'elle. Alors, en attendant son retour, elle n'a plus d'autre choix que de travailler dur, en pensant qu'ils pourront construire un futur ensemble. Et c'est ainsi que le triste jour du départ arrive. Elle prend congé de son sympathique oncle, et du souriant Ki-wong. Peu après, lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, Kang est nerveux. Son vol pour San Francisco est sur le point de partir, mais il ne voit toujours aucun signe de Lee. Il commence à se préparer à l'idée de ne pas pouvoir lui dire au revoir avec un dernier câlin. Mais, surprise, surprise, ce ne sera pas nécessaire, car notre emblématique héroïne fait son apparition, une valise à la main, ce qui déstabilise le jeune homme. Elle lui explique alors qu'elle avait encore des congés accumulés au travail et qu'elle aimerait profiter de l'occasion pour visiter quelques lieux touristiques aux États-Unis. Elle serait ravie de voyager avec lui et de passer encore quelques mois ensemble, en personne. Il scelle cette promesse par un baiser romantique, et ainsi se termine cette belle histoire d'amour et de retrouvailles, nous montrant qu'il n'est jamais trop tard pour transformer ce qui semblait inachevé dans notre passé en une merveilleuse partie de notre futur. Comme toujours, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, et de vous abonner en activant les notifications. À bientôt dans une prochaine édition. Bye bye.